Moi, ma présentation sera dans la langue de Molière. Et par contre, pour nos amis plutôt anglophones, eh bien, les transparents sont dans la langue de Shakespeare. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais présenter en fait des résultats qui sont pas qui sont récents. En fait, les derniers sont très récents. Ils datent d'il y a quelques jours. Et puis, pour arriver à ces résultats, eh bien, on a fait beaucoup de travail avec mes collègues, des collègues passés pour la plupart, à part Dominique qui est encore avec nous. Mais Alexander nous a quittés il y a quelques années. Alexander Hay, Étienne Muller et Johan Vautrin, ça fait un peu plus d'un an qu'ils ne sont plus parmi nous. Mais en fait, là, les 5 personnes que vous avez ici citées sur le slide sont les principaux contributeurs à la méthode numérique que je vais présenter maintenant. Alors, je voulais présenter un peu plus de choses et puis finalement, ça prendrait trop de temps. Donc, je vais juste parler des écoulements à surface libre et comment on les traite numériquement, comment on essaie d'avoir des solutions. Nous, notre objectif, c'est d'utiliser, bien évidemment, comme tout le monde, hein, les meilleures méthodes numériques, mais celles qui nous permettent d'arriver à nos fins en vue d'application pour des industriels. Alors, donc, on a fait certains travaux, on a des atouts à faire valoir, et puis, eh bien aussi, il y a des défauts dont je vais parler progressivement tout au long de ma présentation. Donc, la présentation est faite par moi, mon nom est souligné. Voilà. Alors, donc, je vais, bon, la présentation, elle est en 4 parties, hein, une introduction assez rapide. Je vais présenter ensuite la solution numérique et puis, par la suite, je montrerai des résultats de vérification et validation. En fait, je ne vais pas montrer de résultats de vérification parce qu'on en a vu beaucoup ces 3 derniers jours, donc j'estime que tout le monde en a sa coupe. Alors, je ne vais pas montrer des courbes qui descendent, je vais montrer d'autres courbes un peu plus fancy. Et donc, ce seront surtout des résultats de validation que je vais montrer. Et puis, je parlerai un petit peu du travail qu'on est en train de faire en ce moment. Voilà. Alors, donc, là où la solution numérique que je présente, elle a pour but de modéliser les écoulements que l'on voit ici en face de nous. Donc, on a ici des écoulements qui sont produits par une cuve qui oscille, qui est montée sur un hexapode. Donc, un hexapode, ça permet en fait de faire des mouvements en 3D expérimentalement. Donc, si on met un liquide à l'intérieur, on peut faire du ballottement un peu dans tous les sens. Là, on a fait différentes vidéos. Donc là, c'est pas moi qui les ai faites, ces vidéos, hein. C'est mon partenaire, c'est un de mes partenaires industriels qui s'appelle Gaz Transport et Technigaz. Donc, ils font beaucoup d'expériences parce qu'ils fabriquent des cuves de méthanier. Puis, vous pouvez bien comprendre que ces cuves de méthanier-là, elles sont en mer, que ça ballotte, que en plus, le méthane, c'est un peu dangereux. Il départ à moins 160 degrés à l'intérieur des cuves. Donc, les parois sont assez fragiles. L'isolation ne permet pas de faire quelque chose d'extrêmement solide. Donc, c'est essentiellement, on voit une couche de métal, une quenelle, qui est retournée avec des corrugations. Et puis derrière, c'est du polystyrène. Donc, vous voyez que c'est. Et l'ensemble est retenu par du contreplaqué. Voilà, donc c'est les méthaniers. Donc, vous voyez qu'on a tout intérêt à bien modéliser les écoulements qui se trouvent à l'intérieur. Donc là, on a l'impact d'une vague. On a fait une oscillation sur une cuve. Et puis, on a l'impact d'une vague avec différents liquides. Donc, on a soit de l'eau et de l'hélium, soit de l'eau et de l'air. Les 2 autres, je ne sais pas trop ce que c'est là, le PTST, mais ce n'est pas très grave. Ce qui est important, c'est de voir le ratio de densité entre le gaz et le liquide et de voir que on a un impact quand même assez important. Donc, pour le partenaire, c'est important de voir que ces expériences qu'il fait en air haut, ce n'est pas forcément représentatif de ce qu'il fait en gaz naturel liquéfié. Donc, le seul moyen, au bout d'un moment, c'est de se dire, on va faire des simulations numériques. Déjà, ça coûtera moins cher, ce qui n'est pas évident. En fait, ça dépend du temps qu'on a devant nous. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, hein, le ballottement dans les cuves, ça peut créer des dommages sur les structures. Alors, bien évidemment, à l'intérieur des cuves de méthanier, mais aussi sur les côtes, hein, dans tout ce qui est génie côtier, lorsque les vagues déferlent et puis viennent impacter les parois, ça peut causer des problèmes. Vous avez aussi ces problèmes de pontons où vous avez une houle qui est assez formée, mettons assez haute. Et puis, la houle vient frapper le dessous des pontons et vient les casser assez rapidement. Donc, ça, c'est un gros problème pour tout ce qui est génie côtier. Les impacts en eux-mêmes, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent créer une onde de choc directement dans le liquide qui vient se réfléchir. Et ça crée des efforts localisés très importants qui détruisent les matériaux. Donc là, il y a un lien avec la présentation précédente d'Olivier Lampron, parce qu'effectivement, les matériaux se fracturent à cause de ça.
Ensuite, eh bien, vous avez, lorsque la vague déferle, vous avez l'emprisonnement de gaz à l'intérieur. Donc ça, c'est ce qu'on entend. Lorsque les vagues déferlent, vous êtes sur le bord de la plage, il fait beau, mais vous avez quand même une houle formée, et puis vous avez des rouleaux qui arrivent devant vous. Les rouleaux déferlent, se referment, et à ce moment-là, vous entendez un gros bruit. Le gros bruit que vous entendez, c'est pas l'eau qui tape sur l'eau, c'est l'air qui explose et qui sort de la vague en forme de gros jet. Et ça peut monter jusqu'à 5 à 6 mètres au-dessus de la surface libre. Donc, c'est ça qui est important. Donc, il y a des effets de compressibilité importants. C'est pour ça qu'on les considère à la fois dans le gaz et dans le liquide. Voilà, donc sans plus tarder, je vais passer au détail de notre code de calcul. C'est un code de calcul qui a été initié par Dominique Pelletier il y a maintenant, on parle, je pense, ça fait une quarantaine d'années, d'accord. Donc c'est sûr qu'il y a des très bonnes choses à l'intérieur qu'on a su préserver au fil du temps et puis améliorer. Actuellement, ce qu'on utilise le plus dans le code, donc le code il est 2D, 3D. Là, je vais montrer simplement des résultats 2D. Ce qu'on utilise le plus souvent, ce sont des éléments de Taylor-Hood isoparamétriques, si bien que ça nous permet de bien représenter les surfaces qui se déforment. Lors de la déformation, donc on a une bonne formulation arbitraire, Euler-Lagrange. Et pour que le maillage se déforme, on utilise un pseudo-solide. Ce pseudo-solide, en fait, est simplement représenté par un solide linéaire. Donc, on utilise l'équation de Savanant-Kirchhoff pour le comportement matériaux. Et puis, sinon, on n'a pas de non-linéarité géométrique. Ça, c'est pour limiter le degré de non-linéarité de notre système d'équations. J'ai fait quelques tests en considérant donc des non-linéarités géométriques afin que les déformations du maillage en fait se passent mieux et qu'on puisse étirer le maillage le plus longtemps possible. J'ai pas trouvé de gain important, mais peut-être que j'avais pas le bon cas test. Alors ensuite, donc on résout tout notre système d'équations de manière implicite et monolithique. Donc l'ensemble est dans une seule matrice. Et je dirais que c'est plus qu'un choix pour moi. C'est assez important. En tout cas, en fluide structure, c'était très important. Puis je pense que là, j'ai pas testé découplé en diphasique, mais en fluide structure, si on a une structure qui est extrêmement légère, voire de masse nulle, eh bien, si on n'est pas monolithique, on a des très très gros problèmes. On peut résoudre couplé, mais le nombre d'itérations explose. Alors qu'en général, par pas de temps, on passe en général entre 4 et 8 itérations de Newton. Et comme on fait de la factorisation adaptative, c'est pour ça qu'on va jusqu'à 10 itérations bien souvent, mais normalement 7 à 8 suffisent par pas de temps. Donc bon, on a un assemblage en matrice creuse et puis on a un solveur linéaire direct qui est par d'ISO. C'est pas le plus efficace, mais c'est ce qui nous permet de mieux vérifier nos solutions. Donc, mais notre objectif, c'est d'aller plus loin. Et puis là, on suit les conseils et les pas guidés par André Garon. En fait, donc j'en parlerai un petit peu en conclusion. Enfin, le code, il est parallélisé OpenMP, donc il est efficace sur les machines à mémoire partagée et complètement inefficace sur les machines à mémoire distribuées. Donc là aussi, on a un travail à faire, bien sûr. Alors, pourquoi on fait du ALE? Eh bien, parce que ça nous permet de suivre l'interface de manière très précise, hein, puisque c'est une frontière entre deux domaines. Le premier domaine étant le liquide, le deuxième, le gaz, par exemple. Ça pourrait être de liquide, peu importe. Mais enfin, on a une frontière entre deux domaines sur laquelle on peut venir appliquer, par exemple, la tension de surface ou bien le changement de phase, des choses comme ça. Ce qui est beaucoup plus difficile entre guillemets, avec les méthodes de capture de surface libre. Donc, les méthodes de capture de surface libre, vous avez la méthode volume of fluid, vous avez du level set, vous avez de pseudo-concentration. Dans le front tracking, on peut faire un peu ce qu'on veut, seulement la grosse problématique, c'est la déformation du maillage. Ensuite, comme autre type de méthode, vous avez les méthodes SPH, qui sont des méthodes sans maillage, donc des méthodes particulières. Ces méthodes sont extrêmement coûteuses à la fin dès qu'on veut pas mal de précision. Donc, nous, on les a écartées. C'est de toute façon pas ce qu'on développe actuellement, mais j'en ai développé il y a assez longtemps des méthodes particulières, surtout avec des méthodes de vortex. Ça a son efficacité. Ici, dans notre contexte, on cherchait la précision, puis on va voir pourquoi. Bon, donc alors pour les méthodes de suivi de surface libre, eh bien on n'a pas de diffusion d'interface, hein, c'est un gros avantage. On a donc une solution qui est plutôt précise. Et c'est difficile de faire du changement de topologie. On a essayé, on a débuté, mais on est juste dans les prémices et
c'est assez compliqué puisqu'il faut refaire toute la topologie, refaire toute la définition du cas de manière automatique, et donc ça prend du temps. Ça demande des maillages qui se déforment, mais ça, on sait le faire maintenant très bien dans notre groupe, hein. Notre groupe est celui d'André Garon, parce qu'on a une bonne méthode ALE qui permet de garantir l'ordre élevé en espace et en temps lors de la déformation des maillages. Donc, et là, j'ai mis en rouge une méthode de haute précision, mais quand même limitée en approche, puisqu'on ne peut pas faire véritablement de déferlement et de fractionnement. Donc, ça limite quand même la portée de la méthode. Alors, haute précision, c'est toujours pareil, c'est pas une méthode, je dirais, spectrale, hein. Donc, pour l'instant, on se contente des P2, P1, mais je vois pas pourquoi on pourrait pas aller au P3, P2. Je dirais que la seule limite, dans les cas pratiques que l'on fait, c'est la stabilisation de la solution qui souvent mène à la divergence à la fin du calcul. Alors, donc les équations qu'on résout, donc voilà le système. Alors, on a bien évidemment l'équation de continuité. Comme on a un compressible, on a réutilisé l'équation d'état afin de réécrire l'équation de continuité en fonction des dérivées de pression et de température. Et on fait apparaître donc les coefficients alpha et bêta, qui sont des coefficients de compressibilité que je vais décrire un tout petit peu après. Donc, les dérivées droites que vous avez ici font apparaître la vitesse de convection. Et donc, lorsqu'on a une représentation ALE, eh bien, la vitesse de convection, c'est la vitesse du fluide moins la vitesse du maillage, ou vitesse ALE. Notre formulation étant variable primitive, ça se discute. Nous, on aime bien ça. Et puis, alors, les coefficients de compressibilité sont les suivants. Donc, on a alpha, le coefficient de compressibilité isotherme, et puis bêta, le coefficient d'expansion thermique, donc la pression constante. Voilà. Pour les lois d'état, on en utilise deux. Alors, pour le liquide, on utilise l'équation des gaz rédits. Donc, l'équation des gaz rédits, là, on le voit directement ici, c'est-à-dire qu'on va rajouter une pression supplémentaire pour faire en sorte qu'on ait un gaz qui soit extrêmement compact et représentatif de la compressibilité de l'eau. Alors, traditionnellement, il y a les deux paramètres, P infini et gamma, ici, sont choisis de manière empirique. Nous, on les a choisis de manière à ce que dans l'eau, on ait bien la bonne vitesse du son. Donc, c'est ça. Pour le gaz, c'est l'équation des gaz parfaits, tout simplement. Donc, ça marche bien pour plusieurs gaz. C'est sûr que nous, on a dans la réalité, hein, dans les applications qu'on a, c'est souvent de l'air, donc c'est du diazote, et puis dans les cuves de méthane, c'est du méthane, donc c'est plutôt du CH4 avec d'autres composés. Donc, c'est peut-être pas exactement ce qu'il faudrait prendre, mais c'est quand même pas si mal. Je dirais qu'on n'est pas rendu à pinailler jusque-là pour aller décider de quelle loi d'état sera la meilleure pour le gaz. En ce qui concerne l'interface, donc on ne gère pas pour l'instant, nous, le changement de phase, même si ce ne serait pas très compliqué à intégrer, on ne le gère pas. On ne l'a pas intégré. Par contre, on intègre la tension de surface parce que ça, c'est très important. C'est le paramètre qui va guider les instabilités de surface libre et à terme le fractionnement et in fine, en fait, le brouillard qui est autour de la vague lorsqu'elle va impacter. Et donc, les pics de pression vont dépendre énormément de ce qui va se passer juste autour de la surface libre, hein. Donc, c'est vraiment le fractionnement à cet endroit-là qui va guider le profil de pression sur les parois. Et ça, c'est ce qui importe pour l'industriel. Et donc, nous, on ne va pas jusqu'au fractionnement, mais on va générer des solutions qui permettent donc aux solutions plus polyvalentes d'aller plus loin ou de se valider ou de se vérifier par rapport à nous. Donc, c'est en ce sens-là qu'on communique. Alors, pour la tension de surface, eh bien, ici, donc physiquement, hein, ce qu'on a, donc on a les effets de courbure, c'est le premier terme sur le membre de droite. Puis le deuxième terme, c'est les effets Marangoni. Donc là, c'est si on a une tension de surface qui varie sur la surface. Nous, on ne le considère pas, mais on pourrait très bien le considérer. Le terme est inclus dans le code, mais bon, là, il faut un peu de sciences supplémentaires ou d'expérience pour nous guider dans la définition d'une variation du coefficient de tension de surface, hein, au niveau des surfactants. Et ça, je pense qu'on n'a pas encore l'information, que c'est difficile. Donc, pour l'instant, on préfère pas en mettre. Voilà. Et puis, alors, donc, en utilisant l'opérateur de Laplace-Beltrami, hein, qui résulte de l'application de géométrie différentielle, eh bien, on est capable, en fait, de remonter
l'ordre de dérivation. Donc, sur le Laplacien de x, eh bien, par intégration par partie, on est capable d'obtenir ce terme-là. Donc, on a forcément un terme de bord, puis ce terme-là, où on a remonté le degré de dérivation sur, sur la géométrie de la surface. Voilà. Donc, ici, le dernier terme, c'est le terme de deux lignes de contact. Et là, c'est pareil, physiquement, on n'a pas encore tout compris. Donc, bon, nous, on a essayé de mettre l'angle de contact à 90 degrés. Et puis, c'est difficile de faire tellement mieux. D'accord? Voilà. Alors, en ce qui concerne la discrétisation en temps et puis en espace, eh bien, on a une situation où l'interface va bouger beaucoup dans le volume. On va générer des zones verticales qui vont être conséquentes. Donc, on va avoir des zones de cisaillement qui vont varier dans l'espace et dans le temps de manière importante. Dans ce cas-là, il est important de se rapporter à un solveur numérique qui soit capable d'adapter à la fois l'intégration dans le temps, donc de raffiner le pattern de telle manière à ce que lorsqu'on a un phénomène particulier qui demande beaucoup de précision temporelle, eh bien, on puisse s'adapter. Et puis aussi une méthode où le maillage localement puisse être redéfini, tout simplement soit pour le dégrader parce qu'on n'a pas besoin d'autant de précision, ou le raffiner pour avoir beaucoup plus de précision. Alors, donc, en ce qui concerne l'adaptation en temps, eh bien, nous, on utilise des schémas de type PDF2. On ne va pas au-delà parce que les schémas d'ordre supérieur ne sont pas les plus stables. Et comme on cherche des instabilités physiques, ce serait un peu dangereux de se dire on va utiliser des schémas d'ordre supérieur, sachant qu'on pourrait déclencher des instabilités qui ne seraient pas physiques. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, on se limite à l'ordre 2. Si bien que on va faire de l'adaptation en faisant varier le pas de temps, mais en ce qui concerne l'ordre du schéma, eh bien, on va éventuellement se rétracter à l'ordre 1 si nécessaire, mais généralement, toutes les simulations que je montre ici restent à l'ordre 2. Je ne l'ai pas bloqué, l'ordre 2, mais j'observe que je ne redescends pas à l'ordre 1. Donc, j'en ai pas besoin parce que le BDF2 est suffisamment stable. Voilà, alors, et maintenant, alors en espace, si on veut raffiner localement ou, comme je disais, dégrossir, eh bien, il faut se donner un moyen de mesurer l'erreur que l'on fait. Donc, nous, ce qu'on utilise, et donc c'est quand même très efficace. Moi, ça fait 20 ans que j'utilise cette méthode et puis ça fonctionne très, très bien. On ne peut pas courir tous les lièvres en même temps. Mais donc, la méthode de Swiss-Enkiewicz nous convient. Donc, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un patch d'éléments, on reconstruit la solution et puis donc par projection, et puis on fait une reconstruction par moindre carré pour obtenir l'erreur, et l'erreur entre donc la solution reconstruite et puis la solution obtenue numériquement nous permet de guider le raffinement nécessaire et d'obtenir un maillage qui va être plus optimal. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, bon, donc on a de l'erreur, très bien, et là, on a plusieurs stratégies pour diminuer cette erreur. Alors, soit on pourrait, on a une méthode ALE, donc on pourrait se dire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire migrer les nœuds et les éléments dans les zones où on a besoin de raffinement, et puis automatiquement, on va dégrossir les zones où on n'en a pas besoin. Donc là, ça, ce serait une solution. Ça, c'est une idée qu'on a. Pour l'instant, moi, je ne l'ai pas encore exploitée. Je pense qu'André travaille un peu dessus, mais je n'en suis pas complètement sûr. Mais ça c'est une idée extrêmement intéressante qui peut être en combinaison avec les autres outils que l'on développe. Nous, ce qu'on a choisi, c'est plutôt que de faire comme cela, parce qu'on a des formations extrêmement importantes qui nous obligent de toute façon à remailler, parce que des formations du maillage deviennent trop intenses, eh bien, on remaille le maillage. Donc, on peut remailler complètement ou localement. Alors, l'idée de remailler localement, c'est de limiter en fait l'usage d'avoir à reprojeter la solution sur un nouveau maillage. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est pas exactement une projection nodale que l'on fait. Ça, c'est ce qu'on fait couramment. Mais on utilise donc une projection de Galerkin, donc je vais discuter un petit peu après. Parce que ce qui est bien important, c'est que lorsqu'on passe de grille en grille, eh bien qu'on génère le moins de diffusion possible, le moins d'erreurs possible, le moins aussi je dirais, de possibilités de solutions non physiques lors de la projection. Et c'est ce que permet la projection de Galerkin. Parce que bon, après plusieurs cycles de projection, si on avait une projection un peu trop simple, eh bien, on générerait énormément d'erreurs.
Alors, ça pourrait éventuellement conduire à des problèmes de convergence, mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ça génère essentiellement énormément de diffusion et que, eh bien, lorsqu'on fait de la vérification, on échoue beaucoup si on a une mauvaise méthode de projection. Donc, on va avoir deux outils en espace pour améliorer le maillage. Donc, soit le remaillage local, soit donc ça, c'est le premier outil. Donc, plutôt que de tout remailler, on va remailler localement. Donc, ça, c'est un outil que j'utilise de plus en plus depuis la dernière année parce que ça fait gagner beaucoup en temps et puis en qualité de solution. Ensuite, eh bien, on va utiliser la projection de Galerkin pour projeter de grille en grille. Alors, en ce qui concerne le remaillage, on va faire un remaillage, donc une mise à jour du maillage si notre indicateur obtenu via l'estimateur d'erreur de Slusenkiewicz, si notre ratio de maille, ce ratio de maille courant est supérieur à un certain ratio, ou bien si notre ratio de taille prédite sur ratio de maille courante est inférieur à un certain ratio. Donc là, on a un paramètre R. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est que lorsqu'on prenait un paramètre R est égal à 2, eh bien, c'était pas mal. D'accord? Alors, pour faire le remaillage local, eh bien, il faut savoir où aller. Donc, on identifie ces éléments où on a soit pas assez d'erreurs, soit trop d'erreurs. Et puis, eh bien, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de remailler élément par élément, eh bien, on va générer des couches de protection. Alors, on les appelle couches de protection, mais en fait, on élargit la zone de remaillage pour aider le mailleur à mieux mailler. Parce que si on prend donc un triangle à droite et à gauche, ça va générer des procédures bien trop longues et puis à la fin, on n'a pas un maillage qui est terrible. Donc, comment on procède? Eh bien, d'abord, on a l'élément source ou l'élément graine, ce qu'on appelle seed en anglais. Donc, on a cet élément-là. On va venir chercher les éléments qui sont dans la première couche, éventuellement dans la deuxième couche, éventuellement encore dans une couche supplémentaire. Et si ce n'est pas suffisant, encore dans une couche supplémentaire. Et ça pour différentes raisons. Alors, on va le voir sur l'exemple que je montrerai après dans la validation. Ça, c'est parce que si on a des éléments qui sont un peu épars à droite et à gauche qu'il faut redéfinir, on est peut-être mieux de refaire un peu toute la zone plutôt que de se contenter de un ou deux ou trois éléments pour avoir un maillage qui soit quand même assez consistant. Voilà. Alors, et puis c'est ça, pour éviter bon, ce qu'on veut, c'est éviter trop de cycles de remaillage. Donc, pour faire ça, eh bien, on va ouais, bon, là, ce qu'on explique, c'est qu'en fait, bon, il y a deux cas où le remaillage sera utile, et puis nous, ce qu'on essaie, c'est de le limiter au maximum, d'accord? Donc, c'est ça. Alors, là, maintenant, je vais parler de la projection de Galerkin. Donc, bon, on a parlé du remaillage local. Maintenant, il faut transférer la solution. Après, la troisième étape, ce sera d'avoir un redémarrage avec le schéma d'intégration qui convienne. Donc, nous, c'est compatible avec le BDF2, c'est-à-dire qu'on conserve la solution de deux pas de temps précédents. Et puis, alors, pour faire la projection sur le nouveau maillage, eh bien, on va utiliser la projection de Galerkin. Donc, ce qu'on veut, c'est minimiser la distance entre la solution obtenue numériquement et puis donc du maillage précédent et puis la solution qu'on va venir obtenir sur le nouveau maillage. Donc, cette minimisation utilise une méthode de moindre carré et puis on aboutit au système suivant. Ce qu'on cherche, nous, c'est la nouvelle solution qui va être UD, qui va être UT, je ne sais plus quel c'est, mais enfin, ce n'est pas très grave. Ce qu'il y a, c'est que ces deux matrices-là, donc il faut intervenir les fonctions de forme. Sur la matrice MT, ça va bien, elle est carrée, elle est symétrique, elle ne pose pas de problème. La deuxième, elle est plus compliquée. Et puis, pour l'obtenir, eh bien, il va falloir calculer des produits entre fonctions de forme à des points de Gauss. Donc, ça, c'est rapide, mais seulement, ce n'est pas très efficace. D'accord? Et puis, on est beaucoup moins précis. Alors, l'idée, donc pour améliorer tout ça, c'est de construire un super mesh qui est l'intersection de la grille d'origine avec la grille d'arrivée. Alors là, on a un exemple. Donc, notre première grille, donc c'est la grille en noir. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, c'est comme si on avait un maillage avec des lignes qui sont orientées à
je dirais moins 45 degrés par rapport à la verticale. Et puis la deuxième grille, la ligne aussi, la grille cible, eh bien, elle a les lignes qui sont alignées à 45 degrés par rapport à la verticale. D'accord. Donc, on fait un switch. Donc, si on fait l'intersection de ces deux maillages-là, ben, on obtient ce maillage donc, en triangle ici, qui contient beaucoup plus d'éléments que précédemment. On va venir calculer les fonctions de forme là-dessus, et puis on va calculer nos deux matrices. D'accord. Maintenant, bon, sur ce type de maillage-là, ça va bien, mais lorsqu'on a un cas général, c'est un peu plus compliqué. Donc là, vous voyez bien qu'on va avoir plutôt beaucoup de tests à faire pour générer le sous-maillage à l'intérieur. Donc ça a pris beaucoup de temps de développement, hein. Donc c'est Étienne Miller qui l'a fait, ça. Ça a pris énormément de temps. Je sais qu'il y a beaucoup de cas particuliers. Il les a tous passés en revue. Donc ça, c'est génial. Mais ça ne fonctionne qu'en 2D. D'accord. Pour l'instant, on ne l'a pas étendu en 3D. Donc en 3D, je ne sais pas trop encore, mais si ça prend déjà beaucoup de temps en 2D, j'estime qu'en 3D, ça va nous prendre quelques mois. Alors là, gros avantage de la projection de Galerkin, c'est qu'on a une projection conservative, d'accord. Ce qui n'est pas forcément le cas d'une interpolation classique, notale, même quadratique, hein. Donc, en ce faisant, nous, on va éviter des valeurs négatives non physiques. Et puis ça, c'est ce qui pourrait mener à des problèmes de convergence, par exemple. Et puis, bien évidemment, on minimise la distance entre la solution initiale et puis la solution sur la nouvelle gamme. Alors, donc, comme je disais, implémenter la projection de Galerkin, donc c'est difficile et puis ça prend beaucoup de temps. D'accord. Je sais qu'à Étienne, ça lui a pris, je pense, quelque chose comme 3-4 mois à plein temps pour l'avoir. Donc, c'est quand même pas quelque chose de tout à fait simple. Et lui avait déjà, hein, il avait déjà 2 ou 3 ans d'expérience sur le code. Donc, c'est pas peu dire que ça prend du temps. Voilà. Donc, bon, le désavantage aussi, c'est que ça nous oblige à résoudre un système linéaire à chaque itération. Mais moi, OK, c'est un coût. C'est un coût, mais c'est un coût qui est quand même, dans notre cas, c'est un coût qui est quand même limité. C'est moins de 1% de toute la solution globale, hein. Donc, pour l'instant, c'est pas un bottleneck. Et puis, donc, comme je disais, les difficultés, en fait, c'est qu'on a beaucoup de tests binaires sur des nombres à virgule flottante. Et ça, c'est tout le temps un problème, hein. Lorsqu'on veut comparer un 0 à virgule flottante avec 0, c'est jamais évident. Il peut passer légèrement négatif, par exemple. Donc, il faut faire attention à ça, hein. Bon, il y a beaucoup de situations dans lesquelles il faut faire attention à ces tests-là. Et c'est toujours une difficulté et un risque. Alors maintenant, bon, je vais passer à la vérification. Donc, comme je le disais, la vérification elle-même, eh bien, c'est ce qui permet de faire en sorte qu'on est sûr que nos méthodes numériques sont bien implémentées, qu'elles convergent au bon ordre. Donc, effectivement, c'est ce qu'on a bien observé. Donc, vous devez me croire sur parole, parce que je ne vais pas vous montrer les résultats. Mais si vous ne me croyez pas sur parole, on a pas mal de publications sur le sujet dans lesquelles vous retrouverez toutes les courbes qui descendent là, de l'erreur avec les bons ordres. Et c'est les mêmes quasiment que celles qu'on a vues dans les présentations précédentes. Donc, je n'ai pas de doute que tout le monde sait de quoi on parle. Et ça, nous, on le fait avec des solutions manufacturées parce que c'est ce qui permet de tester au mieux tous les termes de notre système d'équation. Voilà, donc bon, alors traditionnellement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on découple l'erreur spatiale et temporelle. Donc, on est obligé donc, idéalement, c'est bon d'avoir des schémas d'ordre élevé lorsqu'on veut les vérifier, parce que, par exemple, si on veut tester l'espace, eh bien, il faut s'assurer qu'on n'a pas d'erreur en temps trop importante qui va venir polluer et puis saturer notre erreur par rapport à notre solution manufacturée qui serait exacte. Donc, l'idée, c'est d'avoir un pas de temps extrêmement petit. Et puis après, on fait une analyse en espace et vice-versa. Et bien, après, une fois un très gros maillage, et puis après, on fait une analyse en temps. Alors, bon, il y a d'autres techniques, mais nous, c'est ce qu'on utilise principalement pour vérifier notre code. Alors maintenant, en ce qui concerne la validation, eh bien, alors c'est bien, on a les bons ordres de convergence. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, est-ce qu'on résout les bonnes équations? Alors ça, c'est pas si évident. C'est pas si évident, hein. Donc, on entendait Frédéric Alozet qui nous parlait donc du Spalart Almaraz. Voilà, donc ça,
on a donc évidemment que le code de Frédéric a été vérifié, et puis que tout va bien, qu'on a les bons ordres de convergence. Et puis maintenant, quand on compare par rapport aux expériences, ben, c'est pas si évident, tout simplement parce que le spoiler time Marat ne représente pas forcément toute la réalité. Hein, la complexité des modèles de turbulence, c'est un domaine d'étude en soi. Donc bon, nous, on ne rentre pas là-dedans. Mais c'est important, la validation, c'est aussi important que la vérification. Et la validation mène aussi à des solutions qui vont être exploitées par la suite. C'est-à-dire que nous, ce qu'on vend, ben, ce n'est pas simplement des résultats de vérification ou de validation, c'est aussi des résultats pour l'industrie. Bon, moi, principalement parce que je suis ingénieur, donc c'est ce que je veux faire. D'accord. Voilà, donc je vais présenter, alors premièrement, deux résultats, donc l'impact du problème de piston, donc c'est le problème de Bagnold généralisé. Donc Bagnold, c'est un capitaine de l'armée anglaise, hein, qui a fait des publications juste avant la Seconde Guerre mondiale, où il a expliqué ces problèmes-là. Donc ça, c'est bien intéressant, c'est des vieilles solutions, mais enfin, c'est toujours d'actualité, puis c'est ce qu'on essaie de reproduire. Alors pourquoi on a regardé ça? Eh bien, rappelez-vous, la vague qui va venir se refermer sur elle-même. À l'intérieur, il va y avoir une poche de gaz. Cette poche de gaz, elle va se comprimer et puis, en fait, elle va devenir un oscillateur. Et puis, cette poche de gaz, elle va venir osciller, en fait, dans le temps. Donc, elle va exercer un effort oscillant pendant un certain temps sur une paroi. Si la paroi, eh bien, c'est un de ces modes de vibration, eh bien, on vient exciter la paroi. Donc, c'est important de regarder ces effets-là. Donc, ça, c'est un de nos cas de validation. Certes, il est simpliste, mais il fonctionne quand même bien. Et puis, donc, on a le piston solide et le piston liquide. Voilà, donc, voilà, c'est ce qu'on va regarder. Donc là, on regarde simplement le piston solide. Alors, on a la solution, hein, du système d'équation produit par Bagnold pour ce problème-là. Évidemment, on l'a implémenté dans MATLAB et puis après, on le résout avec Cadif. Alors, il y a 4 nombres adimensionnels, mais je ne vais pas m'étendre trop là-dessus parce que tout simplement, le temps passe quand même. Puis, si vous avez des questions, je pourrais peut-être vous laisser un peu de temps. Alors, bon, alors les nombres les plus importants pour nous, bah, il y a donc le nombre de Froude, et puis après, on va avoir le ratio de capacité thermique. Donc, c'est ces deux nombres-là qu'on va venir regarder et comparer solution CADIF, solution MATLAB. D'accord? Alors, ce qu'on observe ici, c'est le ratio de pression initiale enfin, le ratio de pression sur la pression initiale en fonction du piston qui tombe en fait sur la masse d'air et puis qui rebondit tout simplement. Donc vous voyez, on a une solution qui est en fin de compte qui est anharmonique. Donc on a des pics de pression qui redescendent très vite et puis là on a un creux, ça remonte très vite, etc. Donc c'est une solution oscillante, périodique, mais elle n'est pas harmonique. Donc, elle est raide à ce niveau-là. Hein. Dès que la pression devient très élevée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça veut dire qu'on a le gaz extrêmement comprimé. Et puis là, ça devient un peu difficile pour le code, surtout en temps. Maintenant, donc, on a fait varier certains paramètres. Donc, on veut voir si notre implémentation, elle est correcte. Donc, a priori, on a eu un premier cas, c'est bon. Maintenant, si on fait varier le nombre de Froude, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on observe, c'est que la solution MATLAB et la solution CADIF sont superposées. Je ne montre pas le niveau d'erreur, hein, mais là, on est en 10.10, 10.12 en comparaison, donc on est quand même très, très bien. Maintenant, ce que je fais, c'est que je regarde et je fais varier donc, le ratio de capacité thermique. Et puis, donc, ce qu'on voit, eh bien, c'est que lorsqu'on a un ratio qui tend vers 1, eh bien, on a un comportement d'un max de pression qui devient très important. Et puis là encore, eh bien, on est très très bon avec Cadif. Et puis surtout, ce qui est important, c'est qu'on est stable. Donc, et ça, c'est pas évident. Là, les calculs, je me rappelle plus si on les a fait en Galerkin ou en SUPG, mais on n'a pas de problème de ce côté-là. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est que on combine gaz et eau, et puis on regarde ce qui se passe. Donc c'est le même problème de piston, sauf qu'à la place du solide, eh bien, on a une masse d'eau. Et alors là, c'est pareil, on va venir comparer et MATLAB et la solution analytique que l'on a. Et puis, bon, là, je ne montre pas les comparaisons. Je ne suis même pas sûr, en fait, je suis même pas sûr qu'on ait une solution analytique. Mais ce qu'on regarde, c'est la variation par rapport donc, au paramètre du fluide ici, donc le paramètre de compressibilité. Et ce qu'on voit, c'est que, bah oui, il a un effet. Donc, la compressibilité de l'eau ici, même pour le problème de piston, elle est à considérer.
Donc, dans le cas de l'industriel, bah, ça, c'est un paramètre qu'il doit considérer. Et évidemment, il le considère. Et donc, bah, il nous remet la pression sur les épaules pour qu'on le fasse. Donc, bien évidemment, on s'est exécuté. Et puis, ce qui est intéressant de voir, c'est que eh bien, ce type de solution n'est pas aussi fréquent que ça, ne serait-ce que dans les littératures, mais même dans les groupes de recherche qui font le même type de travaux. Eh bien, il n'y en a pas beaucoup qui font du numérique là-dessus. Donc, il y a des solutions analytiques, mais il y a très peu de gens qui le font en numérique. Bon, alors, bon, donc nous, ce qu'on a là, c'est qu'en ce qui concerne le code diphasique compressible, on a un excellent accord avec les résultats théoriques. Le code avait été vérifié, donc pour nous, c'est validé. D'accord. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appliquer à différents cas. Mais avant ça, je voulais revenir sur le remaillage local et puis vous montrer en fait comment on l'a mis en œuvre. Donc là, on a vérifié, validé le code compressible. Maintenant, on va regarder comment fonctionne le remaillage local dans des problématiques plus complexes. Alors là, on va redescendre un peu. Je ne suis pas en diphasique, je suis monophasique. J'ai un écoulement autour d'un cylindre circulaire, un Reynolds extrêmement faible de 100. On résout les équations de Stokes incompressibles, d'accord. Donc juste pour ce cas-là, on a bien les mêmes éléments, donc des éléments de Taylor-Wood isoparamétriques. Donc là, on voit le cas, on voit les conditions limites. D'accord, on est quand même assez loin, les bords sont quand même assez loin, donc il y a peu d'effets de confinement quand même. On est à 20 D de chaque côté, 20 diamètres. C'est sûr qu'il faudrait prendre un peu plus pour être sûr qu'on n'a pas vraiment d'effet de confinement, mais pour être complètement sûr, il faudrait à l'infini, et puis on ne maille pas à l'infini. Voilà. Donc là, on a la solution. Et puis, donc c'est une solution à un temps donné, peu importe le temps, c'est une solution à un temps donné. Et puis là, ce qu'on voit, c'est comment fonctionne le système de graines et puis de couches de protection. Donc, les graines ici, ce sont les triangles gris. Puis, vous voyez, des fois, ils sont isolés, hein, comme on le voit ici en haut à droite, ou ici au centre. Là, on a des triangles isolés et puis remailler juste un triangle, bah, c'est pas terrible, hein, comme je l'avais dit. Donc, on fait des couches isolées. Donc là, on a fait combien de couches? On a fait 1, 2, 3 couches. D'accord. Non, je pense que la troisième couche, c'est juste une couche de vérification. On n'a que 2 couches supplémentaires, mais on peut en mettre autant que l'on veut, hein. Et, mais là, vous voyez, c'est quand même pas mal parce qu'on voit les triangles isolés. Puis au final, ben, on a quand même beaucoup moins de zones à remailler que de triangles en tout, ou de zones isolées. Alors là, on a expurgé le maillage qu'on va vouloir remailler. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on remaille. Et puis, on remaille localement. Donc, vous voyez ici, hein, le maillage est quand même sensiblement différent de précédemment. Alors, je vais vous le remontrer. Hop, vous voyez, ici, on avait des grosses mailles partout ici, là, à ces endroits-là. Et quand je reviens ici, ben, on a un maillage qui est plus cohérent et qui aussi respecte mieux les règles locales. Alors maintenant, si on compare les deux solutions, donc ce qu'on a à gauche, c'est le coefficient de portance en fonction du temps adimensionnel. Et puis ici, on a le nombre de nœuds en fonction du temps. Donc ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on fait des remaillages globaux, d'accord, on parlait de remaillage local, remaillage global. Et lorsqu'on a un remaillage global, bien, il y a un moment donné où le nombre de nœuds explose. Donc, on part de 50 000 nœuds, puis on arrive à 250 000, voire 300 000. Alors que lorsqu'on fait le remaillage local, ben, on n'observe pas ça. Alors, est-ce que c'est systématique? C'est difficile à dire. On n'a pas fait tous les cas possibles et imaginables. Évidemment, il y en a une infinité. Ce qu'on observe aussi, c'est que qu'on fasse un remaillage global ou qu'on fasse un remaillage local, on a la même solution en termes de coefficient de portance. Alors, au niveau du cycle limite, hein, donc si on regarde le coefficient de portance en fonction du temps, pour des temps supérieurs à 175 secondes adimensionnelles, eh bien, ce qu'on observe, c'est que, 1, on a le même nombre de toiles, puis 2, on a la même amplitude max du coefficient de portance. Donc, c'est une très bonne chose, ça veut dire que ça fonctionne. On n'a pas le même historique ici, on n'a pas le même historique de convergence. Alors là, lorsque je vois ça, j'ai bon, la courbe bleue, elle n'est pas allée jusqu'au bout. Donc, bon, je pense que c'était juste pour des fins de comparaison. Bon, lorsqu'on fait un remaillage global, eh bien, on déclenche l'instabilité plus tôt. Est-ce que c'est ce qui génère ces différences-là? Je ne suis pas complètement sûr parce que lorsqu'on voit la réponse sur le coefficient de portance, il faut bien comprendre que le sillage oscille déjà depuis quelques périodes, hein, et puis ça ne se traduit pas directement sur la portance parce que la croissance, elle est exponentielle. Donc ici, sur la courbe, on ne le voit pas, mais si on allait plus finement ici, on verrait que les oscillations commencent déjà, hein, d'accord? On n'a pas une solution qui est complètement nulle à cet endroit-là. Stéphane? Oui. Je mets mon chapeau de modérateur. On te donne 10 minutes de plus.
que tu arrives Parce à que la limite. je suis à leur limite, là? Oui, mais on te donne 10 D'accord. minutes de plus. OK, ben, il me reste déjà 3 minutes, hein, il est 11h57. Ouais, mais tu as 17 slides. Ouais. Ouais, non, il y en a quelques-unes qui comptent pour du beurre. OK, vas-y. Merci. OK. Maintenant, eh bien, ce qu'on regarde après, c'est est-ce qu'on a un gain en termes de. Et puis, nous, on a des fonctions qui permettent de comparer ce qu'on aurait. euh, Enfin, ce qu'on observe entre la grille non remaillée et la grille remaillée, mais seulement localement. Donc, on a deux indicateurs. Le premier, c'est le nombre de nœuds préservés sur le nombre de nœuds total. Donc là, on voit qu'on tourne plutôt aux alentours des 80%. Donc, on ne remaille que 20% des éléments, hein, pour faire court. Et puis, pareil, on regarde donc la surface préservée sur la surface totale. Et puis, on voit que là, bah, c'est pareil. Donc, au début, on a un très bon gain, hein, une très bonne préservation. Et puis après, on est plutôt à 50%. Donc, c'est quand même pas si mal. Alors maintenant, je vais passer au cas plus pratique. Alors, je vais en présenter simplement deux. Donc, on a le cas du flip-through impact. Donc, c'est une vague qui va venir déferler. Donc là, on a la configuration initiale où tout est au repos. D'accord? On a juste la gravité, mais tout est au repos. On n'a pas de vitesse initiale. Et puis, on laisse l'ensemble se déferler. Donc, vous voyez, c'est plutôt doux. Ce n'est pas le cas du barrage qui casse tout seul, parce que celui-ci est trop compliqué pour obtenir des solutions absolument convergées, hein. Je veux dire, on a autant de solutions que de cas pour le cas du barrage. Alors que pour ici, là, on est sûr d'avoir à peu près une seule solution, hein. Pour le cas du flip-through, ça marche assez bien. Puis, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, nous, ce qu'on compare, c'est notre code avec un code potentiel, d'accord, qui fonctionne extrêmement bien là-dessus, qui même fait référence, c'est le code FSID. Donc FSID, c'est Free Surface Identification. Donc quand on se compare avec ce code-là, eh ben, on est très bien. Quand on se compare par rapport à la concurrence, eh bien, on est mieux. Pourquoi on est mieux? Parce qu'on a une méthode de suivi de surface libre. Les autres méthodes, c'est généralement, je dirais pour 99%, c'est des méthodes VOF ou des méthodes level 7. Et puis, c'est plus difficile à utiliser. Voilà, et donc c'est ce qu'on obtient. Alors sur la toute fin de la simulation, c'est là que l'effort de calcul est important et c'est là qu'on veut toutes les choses, puis c'est en général là que les méthodes échouent. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que la vague, au lieu de déferler, eh bien, il y a un jet qui monte le long de la paroi et qui est entraîné. Et puis, évidemment, ça génère des zones verticales que l'on voit ici. Et puis, cette forme d'encre, de demi-encre ici verticale, hein, de lame d'eau qui va retomber par la suite. Alors, nous, on regarde différents paramètres, hein. On regarde l'énergie totale. Alors là, ici, c'est l'énergie adimensionnelle, donc adimensionnée par rapport à l'énergie au départ. Donc, si on veut regarder au tout début, on a une énergie qui est bleue, qui est supérieure à l'énergie totale. Ça, c'est parce que, en ce qui concerne l'énergie potentielle, elle est légèrement négative dans le gaz parce que le zéro de pression n'est pas en haut, n'est pas sur le plafond, tout simplement. Alors, ce qu'on voit, c'est que, eh bien, on a un échange entre énergie potentielle et énergie cinétique, tout simplement parce que, eh bien, on est au repos et puis on accélère l'ensemble. Et puis, on a un transfert d'énergie du liquide vers le gaz. Alors, on le voit plus précisément ici lorsqu'on fait la comparaison des deux. En vert, c'est l'énergie accrue dans le gaz, et puis en bleu, eh bien, c'est négatif. Donc, c'est l'énergie transférée par le liquide au gaz. Donc, on voit que ça se compare bien. On compare ici aussi CADIF avec le code FSID, hein, donc, qui est un code potentiel. Donc, ça, c'est très bien. Alors, maintenant, je vais aller un petit peu plus loin. Donc, c'est pour la grande, ce qu'on appelle le cas de la grande poche de gaz. Donc, vous voyez que la forme initiale, elle est un peu plus raide, d'accord? Et donc, cette grande poche de gaz, eh bien, à la fin, elle nous donne quelque chose comme ça. Donc là, c'est le maillage c'est le maillage final, d'accord? Et puis, ce qu'on voit, eh bien, c'est que c'est pas un maillage optimal, mais il est optimal dans un certain sens, d'accord? Donc, on a des mailles qui sont assez fines ici. On aurait pu dégrossir un peu, mais enfin, on a un mix de ce qu'on veut, nous, c'est absolument capturer les instabilités à l'interface. Donc, on s'assure qu'au niveau d'interface, on a quand même un bon raffinement, mais en plus de ça, on utilise l'estimateur d'erreur pour raffiner localement lorsqu'on en a besoin. Donc là, c'est ce qu'on voit. Je fais un grossissement sur le maillage. Donc, on voit que ici, eh bien, l'estimateur d'erreur a détecté des erreurs importantes. Donc, on va venir raffiner dans ces zones-là. Si je regarde encore un peu plus précisément, c'est ce qu'on voit ici. Donc, on a un jet d'air qui veut passer entre la paroi et la vague. Il ne reste plus beaucoup d'espace, comme on va le voir dans la suite. Ici, sur ce maillage-là, on a à peu près 400 000 nœuds. Donc, c'est beaucoup et ce n'est pas beaucoup à la fois. C'est beaucoup parce qu'on est en 2D, mais ce n'est pas tant que ça. Maintenant, je regarde la solution. Ça, c'est les différentes déformées de surface libre en fonction du temps. Donc, le temps évolue du bleu vers le rouge.
Et puis, ce que l'on voit, donc plus précisément, si je regarde, si je fais donc un zoom autour de la crête, eh bien, ce que l'on constate, c'est que la crête va venir impacter le mur et que juste avant d'impacter le mur, eh bien, on a une instabilité qui se produit ici. Alors là, je montre que la solution à l'échelle 1/40e parce que c'est une solution dont je suis sûr qu'elle est complètement convergée. D'accord? Je n'ai pas eu de problème d'historique, de matière qui ne veut pas repartir, de méthode de Newton qui diverge. Là, tout s'est bien passé. Donc, je suis sûr que je n'ai pas fait de passe droit, quelque part. Et donc, on observe cette solution-là. Et puis, on observe que on a une instabilité qui se forme, qui se développe, qui est entraînée et qui génère une lame ici. Et donc, ça, c'est un cas-test qui va être utilisé bientôt par donc des partenaires je dirais, académiques. Donc, il y a Marine, il y a aussi des gens à Lisbonne qui vont faire ça, des gens à Nantes. Et le but du jeu, c'est qu'ils obtiennent exactement cette solution-là. Donc, il y en a un qui arrive presque, mais ce n'est pas encore le cas. Et ce sont les gens de Marine. Voilà. Et donc, je peux montrer encore 2-3 images. Donc, ça, c'est la vitesse verticale au dernier pas de temps. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on monte à 33 mètres par seconde au niveau de l'échappement. On a l'échelle 1/40e. Donc, si je remettais à l'échelle réelle, eh bien, on aurait des vitesses de l'ordre de 200 mètres par seconde. C'est ce qu'on observe. D'accord? Je ne montre pas la solution à l'échelle 1, simplement parce que je ne suis pas confiant dans la solution, dans l'état de sa convergence. Mais les vitesses sont bien à l'échelle. Donc, ça marche bien. Ici, on regarde la température. Donc, ce qui est rouge, c'est chaud. Ce qui est bleu, c'est froid. Et puis, donc là, on voit que la zone ici est en train de se comprimer. On a une zone d'air qui est en train de se comprimer. Et puis, on a donc un échappement à haute vitesse qui refroidit l'air, tout simplement. Là, on a donc la vorticité sur la surface libre. Donc, on voit que ce n'est pas tout à fait un écoulement potentiel. Hein. Il y a quand même de l'historique. Il y a du frottement à la paroi. Et c'est ce qui génère les instabilités, notamment la petite instabilité qu'on a vue tout à l'heure. C'est beaucoup plus complexe à l'échelle 1. On a beaucoup plus de tourbillons, on a beaucoup plus d'instabilité, des pics qui apparaissent. Et puis, bon, donc les gens ne s'y attardaient pas trop, mais maintenant qu'on sait que c'est très important pour obtenir les pics de pression à la paroi, eh bien, c'est le nouvel Eldorado. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Et puis, je vous laisse regarder ce qu'on va essayer de faire dans les prochaines années. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane, pour